quelqu'un des nouvelles de William? C'est lui qui avait les pilets et tout le matos. Ah, il a encore eu un souci avec, il viendra pas. Oh non, mais il nous fait ce coup à chaque fois. Mais si vous voulez, j'ai mes rubans UV. Ah bah trop bien. Parfait. Et moi j'ai un vieux Draus. J'ai de la ficelle. Alors c'est reparti. Il y a déjà un papillon. Hey. Oh, une écaille chinée. Ouais, on pourrait même l'admirer si elle se donnait la peine d'ouvrir les ailes. Oh, ça va, je me les pèle, moi. Oui, moi aussi. C'est pas facile tous les jours d'avoir du sang-froid. Pardon? Bah oui, tu sais bien qu'on n'est pas pareil. Ok, il va falloir revoir les bases. Bon, alors, vous les prenez, ces photos? Les animaux à sang-froid. Vous avez sûrement déjà entendu cette expression qu'on utilise pour désigner les reptiles, mais aussi les insectes lorsqu'il s'agit de parler de leur température corporelle. Mais qu'est-ce que ça veut vraiment dire avoir le sang-froid? Eh bien, sachant que vous autres, les humains, vous rapportez tout à vous, j'imagine que ça signifie que la température de notre corps est inférieure à 37 degrés Celsius? Justement, pas toujours, et c'est bien pour ça qu'on évite de parler de sang-froid désormais, ça véhicule des idées fausses. Pour comprendre ça, il nous faut entrer dans le domaine de la thermorégulation, c'est-à-dire l'ensemble des mécanismes qui permet à un organisme de se maintenir à une température souhaitée. Et dans ce cas précis, on va voir deux de ces mécanismes, l'ectothermie et la poikilothermie. Des mots compliqués comme on aime, mais rassurez-vous, on va voir ça tranquillement. J'espère bien. L'ectothermie! Le mot ectotherme vient du grec ektos, dehors, et thermos, la chaleur, soit littéralement la chaleur extérieure. Les organismes ectothermes sont en fait ceux qui ne produisent pas ou peu de chaleur. C'est le cas des insectes. Nous autres mammifères, c'est l'inverse, nous sommes des endothermes. Notre corps va utiliser de l'énergie pour produire sa propre chaleur. Ah ça, pour être chaud... Exemple concret. Michel est un être humain. Comme tous les mammifères, une partie de ce qu'il mange est transformée en énergie. La chaleur produite par son métabolisme cellulaire lui permet de se réchauffer tout seul. A l'inverse, René est un criquet. Comme tous les insectes, sa chaleur corporelle provient majoritairement de l'extérieur. C'est la chaleur de son environnement, du soleil notamment, qui lui permet de se réchauffer. Eh oui. L'ectothermie présente l'avantage de demander beaucoup moins de besoins énergétiques. Par contre, elle rend vulnérable aux variations de température, telles que le grand froid, le gel ou les périodes de réchauffement. Elle est également liée à notre second mécanisme. La poikilothermie! Ce terme désigne les animaux dont la température corporelle connaît de grandes variations. On parle aussi parfois de pessylothermie, même si personnellement j'ai rarement vu passer ce mot. Ça consiste en quoi exactement? Pour simplifier, ce sont les animaux qui ne sont pas à une température fixe, le plus souvent car celle-ci s'aligne à la température du milieu extérieur. S'il fait froid, ils seront froids, s'il fait chaud, ils seront chauds. Il s'oppose ainsi aux animaux dits homéothermes, c'est-à-dire qui ont une température interne qui varie très peu. Nous, par exemple, nous sommes des homéothermes, même si nous sommes un peu plus chauds lorsqu'on fait une activité physique et légèrement plus froid lorsqu'on dort, notre température corporelle reste comprise entre 36 et 38 degrés Celsius. Et il y a aussi les hétérothermes, avec une température stable mais qui peut varier dans certains cas. Le meilleur exemple, c'est celui des animaux qui hibernent. Quelques exemples concrets. Mashka est un chat. Comme tous les mammifères, sa température est généralement stable. Pour les chats, elle reste ainsi en moyenne autour de 38,5 degrés Celsius et varie peu. Hugo est un ours. Comme tous les mammifères, sa température est généralement stable. Chez lui, en moyenne autour de 38 degrés. Mais lorsqu'il hiberne, sa température corporelle chute à 33 degrés, ce qui fait de lui un hétérotherme. Anna est un lézard. Comme tous les reptiles, sa température corporelle n'est pas stable et varie avec celle du milieu. Le matin, elle doit donc s'exposer au soleil afin de se réchauffer et pouvoir reprendre une activité normale. En cas de grand froid, elle doit se cacher pour ne pas trop refroidir, et en cas de grande chaleur, elle doit aussi se cacher pour ne pas trop chauffer. Heureusement que ça permet d'être économe en énergie, parce que ça fait quand même quelques contraintes. Et c'est là qu'on voit bien que l'expression animal à sang-froid perd tout son sens. S'il fait froid, en effet, ils ont le sang-froid. Mais s'ils se réchauffent suffisamment, leur température corporelle peut être plus élevée que la nôtre. En fait, tout dépend des conditions extérieures. Les insectes, au même titre que les reptiles, ont besoin que la température du milieu leur soit favorable. Ce n'est pas pour rien que la plupart des insectes sont actifs la journée, lorsqu'il fait beau, et qu'à l'inverse on en voit très peu l'hiver. Tout comme les lézards, les insectes doivent souvent se réchauffer le matin en s'exposant au soleil. Cela donne lieu d'ailleurs à quelques exemples intéressants, comme celui du moiré sylvicole. Les mâles de cette espèce sont plus foncés que les femelles, ce qui leur permet d'accumuler plus rapidement de la chaleur et de commencer au plus vite leur patrouille amoureuse. Ok, pour le moment, j'ai tout compris. On va donc pouvoir voir un cas particulier. Là on a vu qu'insectes et reptiles étaient des ectothermes, ils ne produisent pas leur propre chaleur, et poikilothermes, leur température varie beaucoup. Mais ces deux mécanismes ne vont pas toujours ensemble. Wanda est un poisson qui vit en mer à une certaine profondeur. Comme tous les poissons, elle ne produit pas sa propre chaleur. Cependant, la température de son milieu, en l'occurrence celle de l'eau, est stable.
Du coup, sa propre température est stable également. Elle n'est donc pas poikilotherme. Vous allez aussi parler des poissons qui ne sont pas ectothermes mais endothermes? Il y a par exemple le requin saumon dans les eaux froides de l'Alaska qui... Je sais, mais on va arrêter de parler d'autres animaux et se reconcentrer sur les insectes. Ah, et pour éviter que vous mettiez la vidéo en pause et aller voir à quoi il ressemble, voilà, c'est ça un requin saumon. Un requin qui mange des saumons. Et chez les insectes? Pour résumer tout ça, les insectes ne produisent pas leur propre chaleur, et leur température corporelle varie énormément en fonction de celle du milieu extérieur. Et on ne doit plus parler d'animaux à sang froid. Pour être juste, il faudrait plutôt dire des animaux à sang à température ambiante. Mais il y a des cas particuliers. Et oui, sinon ce serait trop facile. On peut en effet observer, chez certains insectes, des adaptations qui leur permettent de contrôler leur température. Germaine est une reine bourdon à face jaune. Comme tous les insectes, elle est ectotherme et poikilotherme. On peut cependant observer chez son espèce une adaptation comportementale qui lui permet d'incuber ses œufs. Germaine et ses ouvrières se positionnent sur la couvée et stimulent leurs muscles pour augmenter leur température abdominale, jouant en quelque sorte le rôle de couveuse. Elles se relaient ainsi pour maintenir les œufs à une température constante. Ce qu'il faut pas faire pour ces petits. Pour ceux qui se posent la question, oui, les bourdons sont organisés en colonies. Il y a des reines bourdons, des mâles bourdons, des ouvrières bourdons, qui tous vivent dans un même nid. Donc le bourdon n'est pas le mâle de l'abeille. Pas du tout. Tout comme chouette et hibou désignent des espèces différentes, de même que grenouilles et crapauds. Pour revenir à notre exemple, cette adaptation est assez commune chez les apidés, c'est-à-dire la grande famille des abeilles et des bourdons. Les abeilles ont en effet une musculature puissante qui leur sert à battre des ailes, mais aussi à produire des impulsions vibratoires et donc de la chaleur. L'abeille domestique, par exemple, peut atteindre une température de 43 degrés Celsius avec cette méthode. Cela permet aux butineuses de se réchauffer et quitter la ruche, même par temps frais. Mais ça doit être sportif de faire ça, non? Cela demande énormément d'énergie. Et c'est là l'un des rôles du miel pour elles, c'est littéralement un carburant qu'elles peuvent consommer. Ce mécanisme peut même être une stratégie de défense. Les abeilles japonaises l'utilisent lorsqu'elles sont confrontées aux frelons. Elles se regroupent autour de leur agresseur, s'agitent pour produire de la chaleur jusqu'à atteindre une température auquel ce dernier ne survit pas, ce qui leur permet de défendre leur nid. De vraies guerrières, ces abeilles. Il y a aussi quelques papillons nuit qui peuvent se réchauffer ainsi. Comme la nuit il fait froid, ils prennent le temps d'augmenter leur température corporelle avant de prendre leur envol et vaquer à leurs occupations. Il y a même quelques rares espèces qui font cela l'hiver. Oula, on se pèle les miches ce soir. Allez, c'est parti, je sens de la phéromone de femelle, il faut y aller. Voilà pour les méthodes de thermorégulation active. Mais il y a aussi des insectes qui utilisent des méthodes passives, beaucoup moins coûteuses en énergie pour les individus. C'est notamment le cas d'un groupe qui fait partie des plus grands ingénieurs du monde vivant. Bobby est un termite australien. Comme tous les insectes, vous l'aurez compris, il est ectotherme et poikilotherme. Cependant, sa thermitière est orientée sur un axe nord-sud afin d'absorber autant de chaleur que possible à l'aube et au crépuscule. A l'inverse, l'exposition est minimisée à midi, lorsque les températures sont trop élevées pour la colonie. Les termites peuvent ainsi réguler leur propre température. Mais la structure de la termitière permet également la bonne ventilation des galeries et le drainage des eaux de pluie, ce qui fait de leur nid des structures parmi les plus sophistiquées du règne animal. Vous avez terminé le tunnel d'extraction nord-ouest? Oui, et l'équipe de Marcus s'occupe de la cheminée d'évacuation sud. Température de la loge royale? Estimation 27 degrés, chef. Excellent, on continue sur cette voie. Pour la reine! Pour la reine! Tu crois qu'on aurait dû parler de la gigantothermie? Le fait que plus un animal soit grand et plus le rapport surface-volume lui permet de réduire les pertes de chaleur? C'est la stratégie de toute la mégafaune en fait. Mais quel rapport avec les insectes? Et le bradymétabolisme, c'est ultra important chez eux? On va peut-être garder tout ce qui est compliqué pour plus tard, non? Ouais, t'as raison.